Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons rencontrer, avant le concert qu'il va donner au Paris, Marc Minelli, figure incontournable et inclassable de la musique. Et nous le remercions donc de cette interview qu'il nous a accordée juste avant son spectacle. Bonjour Marc Minelli, alors nous sommes heureuses de pouvoir vous interviewer avant votre concert donc au Paris, au concert de ce soir. Alors, vous êtes chanteur, guitariste, songwriter, performeur. Dans quelle catégorie on dit que vous êtes inclassable? Dans laquelle faut-il vous mettre? Je crois que les gens me disent que je suis inclassable justement parce que j'évolue un petit peu dans toutes les catégories. Et en fait, je dois avouer que c'est un trait de caractère de jamais rester en place et puis de toujours essayer de découvrir quelque chose de nouveau. Ce qui me gêne pas mal chez certains artistes, c'est qu'ils se répètent assez souvent et qu'ils font un peu toujours le même disque ou c'est toujours le même discours. Et moi j'essaie de faire en sorte que ce soit différent à chaque fois. Vous renouvelez. J'espère ne pas me répéter en tout cas. Alors quelles sont vos influences musicales et qu'est-ce qui a été pour vous l'élément déclencheur pour envisager cette carrière? Alors les influences musicales, essentiellement des Anglais et pas n'importe lesquels. David Bowie, les Kings, les Rolling Stones, les Beatles. Des gens qui écrivaient des chansons qui à chaque fois ne se ressemblaient pas justement, mais sortaient de l'ordinaire, sortaient du cadre. Je crois que c'est une constante chez tous ces gens-là. Bon, j'ai envie de vous demander, parce que toutes les générations, Beatles, Rolling Stones, les gens sont ou Rolling Stones ou Beatles. Vous, c'est les deux? Ça, c'est quelque chose qui a été monté en épingle pour des raisons de marketing. C'est-à-dire on aime beaucoup toujours faire en sorte que deux personnes soient en compétition, alors qu'en réalité ils n'étaient pas du tout en compétition, c'était les meilleurs amis du monde. Et en fait la seule compétition qu'ils avaient, c'était d'essayer de faire mieux à chaque fois, donc de s'aider de l'autre pour faire mieux pour soi-même. Et je crois que les deux, de ce que j'ai lu de ces gens-là, ils étaient en... je sais plus comment on appelle ça, mais ils s'influençaient les uns les autres et ils essayaient de faire au mieux possible. Et alors, donc, pour vous, je pense que la vague punk a été aussi un déclencheur parce que vous êtes autodidacte, enfin vous n'avez pas eu de formation musicale et c'est ce qui vous a permis après d'évoluer, d'être beaucoup plus libre et beaucoup plus à l'aise parce que vous êtes senti un peu décomplexé avec la vague punk. C'est absolument ça. Je me souviens d'une interview du chanteur des Sex Pistols qui a dit un jour, bon, j'étais assez jeune, mais je me rappelle très très bien, il disait peu importe que vous sachiez vous servir de votre instrument, c'est pas là où est le plus important, montez sur scène et faites en sorte qu'il se passe quelque chose, et surtout que les gens ne vous chassent pas. Donc j'ai dû faire ça une semaine après. À l'époque, il y avait beaucoup de grèves d'étudiants dans les collèges et tout le monde était dans la rue et tout le monde était dans la cour du collège. Et il suffisait d'amener un ampli de guitare, de monter sur la scène et de faire du bruit. Et finalement, j'ai fait du bruit pendant 3/4 d'heure, en jouant les 3 pauvres accords que je savais faire, dans un sens, dans l'autre, à l'inverse, le premier avec le troisième avec le deuxième, et toutes les combinaisons possibles.
Et puis au sortir de ça, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ma vie dans la musique. Mhm. Ils le disent eux-mêmes, l'énergie, l'idée et l'originalité pouvant se substituer au conservatoire. Ça, j'en suis persuadé. Vous aviez commencé comme batteur. Oui, d'ailleurs, au conservatoire, j'ai pas seulement une dent contre le conservatoire. Je trouve que c'est une foutaise que de vouloir imposer aux enfants de connaître le solfège avant de faire de la musique. Le principal vecteur pour faire de la musique, c'est le plaisir. Donc, en premier lieu, il faut prendre du plaisir avec un instrument. Peut-être ce sera du bruit, peut-être pas, peut-être vous serez doué, peut-être vous ne serez pas doué, peut-être vous vous direz c'est autre chose qu'il faut que je fasse dans la vie. Mais en tout cas, le solfège viendra bien longtemps après pour pouvoir communiquer avec les autres musiciens. C'est juste un langage, c'est pas si important que ça. Et autrefois, c'était des années de solfège avant de toucher un instrument. Je Alors que trouve ça- maintenant, ah oui, stupide. Alors que maintenant, tout de suite, au moins, ils font un peu de solfège, mais tout de suite, ils font toucher l'instrument. quel Bien que soit sûr, c'est l'instrument. exactement comme ça qu'il faut faire. Et là, l'enfant éprouve un intérêt. Je pense non seulement que c'était stupide, mais je pense oui. que c'était criminel. Alors moi, je l'ai vécu, c'était Ouais. stupide. Ouais. Combien de gens Envie. ont commencé à vouloir faire du piano et on les a dégoûtés de faire du piano? Exactement, c'est ça. De quel droit on dégoûte quelqu'un de faire quelque chose? Parce que- Mais sur Tarbes, justement, il y a une école, l'école traditionnelle tarbaise de musique tradition, qui justement commence l'apprentissage des instruments et pas le solfège. C'est ça, Voilà. on a enfin compris, oui, bien sûr. Voilà. Il y a une école sur Tarbes qui fait. Il y a le conservatoire aussi, mais il y a aussi Ouais. cette école-là. Et il y a quelques professeurs aussi qui maintenant doués, Ouais. comme Robert Cadouche, qui sont vraiment, qui tout de suite font toucher l'instrument. Ben, ils ont bien raison. Et l'enfant est heureux, voilà, on le voit. Et alors, dans votre carrière, vous avez commencé par un 45 tours, donc vous avez tourné aux États-Unis avec des personnages illustres, et c'est ce qui a été le déclencheur de votre carrière, enfin le début de votre notoriété. C'est-à-dire que j'arrivais à rien en France, on me faisait toujours comprendre que les choses étaient impossibles parce que trop cher, parce que trop ceci ou trop cela. J'étais jamais dans le bon créneau. Et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé des Américains, et j'ai rencontré des Américains qui comprenaient vraiment rien à ce problème, et qui me disaient mais viens nous voir, on va faire de la musique et puis c'est tout. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, les groupes se montent, se démontent, on joue très très vite sur scène, on fait très très vite des disques. Et voilà, je me suis retrouvé avec des gens de Boston qui étaient assez connus à l'époque et qui ont fait une bonne carrière. Vous aimiez aussi le jazz, hein, parce que je crois que vous étiez un fan de Miles Davis. Oui, alors ça c'était après. Après. Là ce que vous me dites, c'est toute la Le période du début début, du ouais. rock. J'ai quitté mon groupe rock au Havre, je me suis retrouvé aux États-Unis, on a fait ce 45 tours. Malheureusement, j'ai dû rentrer en France et la chose s'est répétée. On m'a fait comprendre que le disque était trop ceci, mais trop peu cela. Et puis voilà, ça peut durer longtemps. Alors quels sont les thèmes privilégiés que vous abordez dans vos chansons, dans ce que vous composez? Beaucoup de thèmes divers, essentiellement des rapports humains à n'importe quel degré. Ça peut être, je pourrais faire une chanson sur la conversation qu'on a en ce moment, et puis l'instant d'après en faire une autre sur l'avenir de la planète ou ce genre de choses. Je suis pas un grand écrivain de chansons au sens où on retiendra jamais ce que je fais pour mon écriture. On peut éventuellement retenir des mélodies ou une idée assez originale. Pour les textes, j'avoue que c'est un peu accessoire pour moi, d'autant que c'est en anglais, que je suis français, que j'habite en France. Bon. Mais vous devez parler anglais quand même, puisque vous avez... Je parle anglais, mais je suis quand même français.
et ce qui visiblement revêt un caractère charmant pour les Américains qui m'en ont parlé. J'aime votre accent, c'est très exotique pour nous, enfin ce genre de choses, quoi. Pas autant que Maurice Chevalier, mais... De toute façon, vous faites la musique avant les paroles. Je crois que c'est toujours... Enfin, Très souvent, très souvent. Très souvent la musique. Oui, oui, je chante n'importe quoi sur une mélodie, mais je crois que ma principale activité, c'est de créer des mélodies. Oui. Je les entends clairement, je les restitue. Si j'ai bien compris, une mélodie par jour, à un moment donné. Pendant très longtemps, ça a été comme ça, et puis finalement, la vie prend le pas, et Oui. on a d'autres choses à faire par moment. D'accord. Et disons que la musique, c'est un langage universel, c'est peut-être pour ça que vous préférez aussi composer, mais vous avez quand même touché un peu, enfin vous avez écouté un peu toutes les musiques du monde, vous avez joué avec des musiciens marocains, et puis alors j'aimerais bien que vous nous parliez quand même de votre rencontre avec la chanteuse malienne. Mamani Keïta, oui. Et oui. Ça fait partie du parcours, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé collaborer avec des gens différents, et Mamani Keïta, c'est parce qu'on était dans la même maison de disques, avec le même éditeur, et puis je travaillais beaucoup sur les ordinateurs, au début de la musique assistée par ordinateur, c'est-à-dire avec un Atari, avec une technique qui s'appelait le MIDI, et puis sampler des petits bouts de musique qu'on met en boucle, enfin tout ce qui fait la base de la musique électronique. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas ça avec la musique malienne, hein, traditionnelle? Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Il se trouve que ça a été un peu comme un coup de foudre musical, quoi. Les chansons de l'album, ça m'a pris peut-être 3 jours à toutes les composer. Je partais de cassettes avec la voix de la chanteuse accompagnée d'un guitariste. Parfois je me servais de la guitare, parfois pas du tout. Je passais dans d'autres tonalités. Et j'essayais de faire un vrai mariage entre ces deux cultures, qui parfois pouvaient être choquants, pouvaient être difficiles à écouter ou pas. Enfin, il y a des choses qui marchaient. Je suis assez instinctif aussi. Je me pose pas trop de questions. Ça passe ou ça casse. Et alors les compositions pour Little Bob? Ah, ça c'est autre chose. Little Bob avait toujours besoin d'une composition supplémentaire pour ses disques. Donc quand on était en contact, que j'étais encore au Havre, il m'en a pris quelques-unes. Et il y en a peut-être une qu'il joue toujours en concert, qui s'appelle So Crazy. Alors j'ai vu aussi que vous avez fait des reprises, et de personnes célèbres et non des moindres, comme par exemple Gainsbourg. Vous avez repris Bowie, vous avez repris Lou Reed, c'est ça? Je trouve que c'est satisfaisant de composer, d'avoir ses propres chansons, de faire son propre matériel, mais je pense qu'il ne faut pas oublier de là où on vient. Donc il y a un moment, j'ai eu envie de faire non seulement des reprises, mais de faire tout un concert avec des chansons de quelqu'un d'autre. C'est parti du moment où David Bowie est décédé. Je me suis senti obligé de faire quelque chose. Il fallait absolument que j'aille jouer ces chansons-là dans un bar. Alors Dieu sait qu'à l'époque, j'ai eu une semaine pour le faire. J'ai eu beaucoup de mal à les apprendre. Déjà, j'étais très triste. Et puis les chansons ne sont pas simples non plus, celles de Bowie. Non. Et puis petit à petit, j'ai pris goût, j'ai beaucoup travaillé, et ça m'a redonné le goût en fait au travail et à l'écriture, et je sais pas, c'était un plaisir à nouveau. Donc le plaisir s'accompagne de beaucoup de travail, et on finit par faire des choses qui existent. Et pourquoi Gainsbourg alors? Parce qu'après Bowie, je me suis dit, faisons le Bowie français, c'est Gainsbourg. Après, j'ai fait Lou Reed, après j'ai fait les Kings, après...
Iggy Pop, et finalement je finis toujours par tirer un disque de ma collection de disques et de me dire, bah tiens, je vais faire un portrait de ceux-là, quoi. C'est bien, vous avez composé aussi pour Dany, pour les Stranglers. Oui, ça c'est des choses qui arrivent, comme des accidents heureux, quoi. Je me suis trouvé à un endroit où on avait besoin de moi et ça a donné cette rencontre avec Dany, qui est une personne formidable. Et, Dany qui m'a elle-même présenté à Jean-Jacques Burnel, qui est le bassiste des Stranglers, avec qui j'aurais jamais imaginé travailler un jour. C'était rigolo d'ailleurs, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était au téléphone, bien avant le portable, pour cet album de Dany. J'étais avec Jean-Jacques Burnel au téléphone en train de dire non, vaut mieux que tu corriges ça, ce serait mieux de faire ça de cette façon-là parce que ça veut dire ça. Bon, c'est des moments qui vous disent que c'est vachement bien d'être là où vous êtes, quoi. Oui, ça excite un petit peu la créativité. Oui, voilà. Et puis bon, après, Jean-Jacques Burnel est une personne comme vous et moi, et n'importe qui sont des personnes comme vous et moi. Simplement, on n'a pas les mêmes. Vous avez fait une première partie de la dernière tournée de Téléphone. Et alors là, je vous envie. Voilà. J'adore Téléphone, je suis une fan. Ouais, alors, je peux pas dire que j'adorais Téléphone, mais bon, c'était une bonne opportunité parce que il y avait 8000 personnes par soir. Alors ça, c'était un éditeur qui s'appelait Philippe Constantin, qui est décédé il y a longtemps. Maintenant, il y a le prix Constantin, vous savez. Oui. Et Philippe Constantin, c'était mon éditeur, donc il me dit, faut faire quelque chose. Là, tu as sorti le disque Take Me to America, il faut faire un peu de promo. Je vais appeler les téléphones et puis tu vas faire la première partie de la prochaine tournée. Il se trouve que la tournée c'était dans des zéniths, que c'était plein tous les soirs. Et bon, j'ai rencontré des gens délicieux aussi. Ils avaient prévu un petit budget pour la première partie, ils nous laissaient du temps, ils étaient charmants, quoi. C'est quand même prestigieux de faire la première partie de Téléphone. Ouais, alors qu'il est, ça veut plus dire grand-chose. Mais à cette époque-là, oui. À cette époque-là, oui. Mais ils avaient un bon public qui était assez gentil avec nous et qui était ravi d'avoir un bon groupe de rock en première partie. Si vous ont choisi, c'est que vous étiez à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Voilà. Ça devait être ça. Ça devait être ça, absolument. Alors, dans vos compositions, quelle est celle qui est le plus représentative de ce que vous êtes ou celle qui pour vous a le plus d'importance? C'est Love Atomic, sans problème, puisque de toute façon, quand les gens m'en parlent, je sens très bien ce que j'ai voulu mettre dans la chanson. Oui. Et c'est a priori celle qui est la plus forte parce que c'est une avalanche de sentiments et que ces sentiments-là, je les ai en retour quand je parle de la chanson avec des gens. Et en concert, je la joue toujours aussi d'une manière, d'une autre, jamais de la même façon. Mais bon, c'est la preuve qu'on peut tout faire avec une chanson. Ça peut être avec des musiciens, ça peut être tout seul avec une guitare. La chanson est toujours là, elle existe. Et puis, ça a été un bon véhicule pour pas mal d'années, quoi. Et là, quels sont vos projets? J'ai enregistré à peu près 2 albums pendant les confinements, pendant la période où on n'a pas travaillé, où on ne devait pas travailler. Moi, je trouvais ça idéal de rester à la maison, en famille, et de temps en temps, j'allais au grenier m'occuper de mes histoires, continuer à travailler. J'ai entendu votre interview d'ailleurs sur Boulevard des artistes. Tout ça est prêt. Après je vais continuer ces histoires de portraits. Et puis, de toute façon, ma vie, c'est d'aller jouer à droite, à gauche, de rencontrer des gens, et puis voilà, de voyager. Vous faites très bien. En tout cas, merci. Très heureux. Merci pour cette interview. On va vous laisser aller sur scène.